Bien, vous avez bien fait de venir retenir vos places pour la session suivante, celle de mon ami Bruno Jarosson. Nous descendons, que j'ai vu tout à l'heure et que j'adore, il le sait. Tu es là. Nous sortons de l'espace et vous allez entrer dans le temps, et entre-temps, on va passer par les jardins, ce qui, après tout, n'est pas complètement incohérent. À partir de 1763, le modèle du jardin à la française, qui avait occupé toute l'Europe, je ne sais pas si vous connaissez le château de Hetlo dans les Pays-Bas, mais le château de Hetlo a été construit par Guillaume d'Orange, le stadhouder de Hollande, et il avait adopté, alors que Louis XIV était son pire ennemi, le modèle de Versailles exactement. Donc même quand on était l'ennemi le plus déterminé du pouvoir de Louis XIV, quand on construisait un jardin à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe, on utilisait le modèle du jardin à la française. Après la guerre de 7 ans, 1756-1763, qui marque le remplacement de l'hégémonie française par l'hégémonie britannique, on ne fera plus de jardin à la française en Europe, let alone, comme on dit dans le reste du monde, et on adoptera le modèle du jardin paysager à l'anglaise. Et pour en donner une preuve aussi claire que possible, vous avez devant vous le plan des extrémités de Versailles, c'est-à-dire que la grande chose que vous voyez là en haut à gauche, je ne sais pas si ma petite bête va fonctionner, mais peut-être elle va fonctionner, oui, après pas très bien, ça vous voyez c'est le haut de Grand, ça c'est Petit Trianon, et ça c'est après Petit Trianon, c'est-à-dire que vous voyez qu'on était effectivement dans des formes géométriques élémentaires, à savoir que dans le jardin à la française, tout converge sur le château et tout part du château, on y reviendra dans un instant, à partir généralement de lignes droites, et les rares courbes sont généralement ou des quarts de cercle ou des demi-cercles, mais jamais des lignes ondulantes. La ligne ondulante n'a pas sa place dans le jardin à la française. Alors que vous voyez ici, on va avoir probablement effectivement une multipolarité au lieu d'une monopolarité qui est celle du château, et on va procéder effectivement assez souvent par ondulation. Alors, transportons-nous tout de suite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, transportons-nous tout de suite le 17 août 1661. Le 17 août 1661, Nicolas Fouquet est à Vaux-le-Vicomte et il attend l'événement le plus important de sa vie, c'est-à-dire la visite du roi de France, Louis XIV, accompagné par la reine-mère, Anne d'Autriche, et le frère du roi, monsieur Philippe d'Orléans. Et l'idée, c'est que Nicolas Fouquet est persuadé que quand les gens, y compris le roi, verront Vaux-le-Vicomte, que vous découvrez ici, alors probablement pas dans son état tel qu'il était ce jour-là, parce que vous savez que Vaux-le-Vicomte a été laissé à l'abandon et qu'il a fallu attendre les Duchesnes pour qu'au début du XXe siècle, on recrée en quelque sorte Vaux-le-Vicomte. Mais je pense quand même qu'en gros, d'après ce qu'on a comme plan de le nôtre, on a une idée au moins de l'organisation générale de l'espace qui est essentielle. Vous voyez que ce que je vous disais à l'instant est quand même assez juste. Tout converge vers le château quand on y arrive, et tout part du château dans un mouvement qui est un mouvement pendulaire, alors que ce que j'ai décrit précédemment à propos de la partie extrême de Versailles, c'était évidemment des mouvements de type brownien. La grande interprétation que Fouquet donne de Vaux-le-Vicomte, c'est quand les gens verront Vaux-le-Vicomte, ils se diront qu'il est grand le roi qui est un tel ministre. Alors le seul problème, c'est que très peu de gens feront cette interprétation, en particulier Louis XIV, ce qui est un bon rappel. Quand on est dans une position de leader, il ne faut jamais oublier qu'on n'est pas maître ni de l'œil ni de l'oreille des autres, et donc on n'est jamais décodé de la manière dont on a encodé les messages, ça il faut le savoir. Et donc, alors je vais passer les détails, l'architecture, vous le savez, est de Levau. Ce qui est peut-être le plus important, c'est que quand les deux protagonistes entrent dans le grand salon de Vaux-le-Vicomte, dont la forme, je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que sinon on y sera encore demain matin, mais vous voyez, c'est une forme elliptique, ça n'est ni carré ni circulaire. C'est-à-dire que quelque part, effectivement, Tycho Brahe et Johann Kepler sont passés par là. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où on sait que les orbites des planètes sont elliptiques et non pas circulaires, comme Copernic l'avait cru, pour remettre de l'ordre dans un monde qui avait été désorganisé par le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme. Toutes ces choses-là sont en cause dans l'histoire des jardins. L'histoire des jardins, ce n'est pas l'histoire de petits arbres, de trucs qu'on plante tout. C'est pas vert, si vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même autre chose. Le jardin, c'est une mise en image microcosmique d'une vision macrocosmique du monde, donc c'est clair. Bon. Et là, à l'entrée, si on en croit le très beau livre, petit livre, mais tous les grands livres sont des petits livres, sauf bien sûr la recherche du temps perdu, si on en croit ce que dit Paul Morand dans ce merveilleux livre qui s'appelle Fouquet ou le soleil offusqué, quand ils sont entrés dans le grand salon,
Fouquet a désigné le plafond, dont vous voyez qu'il n'a pas beaucoup changé depuis ce jour-là, puisque tout s'est arrêté ce soir-là, finalement, et il aurait dit à Louis XIV, un jour, sire, monsieur Lebrun, qui est présenté ici, peindra sur ce plafond la course du soleil. Et alors là, c'est le moment dramatique, là, vous pouvez, c'est un tout petit peu, c'est d'une certaine manière la chute d'un soleil et son remplacement par un autre. C'est une histoire de trajectoire, là aussi. Hein. Et Fouquet, à la question que lui pose Louis XIV, qui est « Mais de qui le soleil aura-t-il le visage ?» Fouquet répond « Mais le mien, sire. » Et à ce moment-là, il est mort. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris que quand le 10 mars, lendemain de la mort de Mazarin, Louis XIV rassemble ses ministres et leur dit « J'entends gouverner sans ministre », Fouquet est persuadé que ça veut dire que d'ici quelque temps, le roi sera retourné à ses maîtresses et au reste, et que lui pourra enfin s'occuper des choses sérieuses. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, il reprendra la place laissée libre par Mazarin. Il n'a pas compris qu'on est entré dans l'absolutisme, dans la dernière phase de l'absolutisme, c'est-à-dire effectivement qu'il fera dire à Louis XIV, bien qu'il ne l'ait jamais dit, l'État c'est moi. Et alors je pense que Paul Morand a raison. Jean-Christophe Petit-Fils, le dernier très grand biographe de Fouquet, a montré, livre de compte en main, qu'il n'y a pas de malversation évidente, enfin pas plus que d'habitude, je veux dire, hein, plutôt moins de tapis, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et donc il n'y a pas beaucoup de malversation du côté de Fouquet. Hein, très peu. Généralement d'ailleurs pour alimenter les menus plaisirs du roi. Alors, où Jean-Christophe Petit-Fils a raison, c'est qu'il dit attention, mais il y a le problème de Belle-Île. Et le problème de Belle-Île, évidemment, c'est très grave. Fouquet, pour s'aristocratiser, a acheté la seigneurie de Belle-Île, ce qui lui permet de devenir un aristocrate. Belle-Île, c'est la possibilité des Britanniques prenant pied à Belle-Île et utilisant Belle-Île comme place arrière pour envahir la France. Donc là, très probablement, il y a un problème. Mais je crois que Paul Morand a raison. Le vrai problème, c'est que Fouquet a usurpé un rituel symbolique et un registre symbolique qui ne peut plus être celui d'aucun autre homme excepté le roi à partir du moment où on a mis en place la monarchie absolue. Ce qui veut dire qu'en fait, effectivement, tous les grands jardins à la française sont des jardins pratiquement de commande royale, le soleil, ou d'immédiats satellites du soleil, par exemple, effectivement, la famille de Colbert à Vaux-le-Vicomte, ou Condé à Chantilly, mais là aussi, il y a peut-être effectivement un très léger problème. Alors, ça, c'est Vaux-le-Vicomte, effectivement, dont tout l'atout sont les jardins. Les jardins sont dus, vous le savez, à André le Nôtre, qui est parti de deux états préexistants du jardin. Le premier, c'est le jardin à l'italienne, c'est-à-dire un jardin totalement géométrique et compartimenté et gouverné par une symétrie élémentaire qui est celle du cloître monastique. Là, en fait, vous avez 4 cloîtres monastiques. C'est-à-dire que vous avez 4 carrés divisés eux-mêmes en 4 parties. Et vous avez un module de base qui est le cloître monastique, c'est-à-dire le carré lui-même divisible en 4 parties, et en les ajoutant les uns aux autres, vous faites des jardins. C'est ce qu'on appelle un jardin à l'italienne. C'est un peu rapide comme définition, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, on s'arrêtera là. Et puis, vous avez ça, qui est un jardin d'eau. Alors ça, c'est très important, ça commence à se développer vers les années 1540-1550. Vous avez devant vous le canal d'un des plus beaux jardins d'eau qui subsiste encore, là aussi abîmé, mais presque intact en France, qui est le château de Courrance, grâce à l'extraordinaire travail de la famille de Gannet, qu'on ne remerciera jamais assez, pas plus que les Vauguet d'ailleurs, de faire survivre à bout de bras, et à bout de bras financiers très lourds, des choses comme Courrance et des choses comme Vaux-le-Vicomte. Ça a été créé par un grand commis de l'État d'Henri II, qui s'appelait Comclose, qui avait le château de Fleury-en-Bière, que vous pouvez voir une seule fois par an, le jour des Journées du patrimoine, mais si vous avez l'occasion, allez-y. Et l'atout maître, la chose absolument novatrice du jardin d'eau, que Comclose fera réaliser à Fleury-en-Bière, et comme il avait 2 fils et qu'il ne voulait pas partager sa propriété, il en a fait réaliser un second, effectivement, à Courrance, qu'il a acheté pour son fils cadet, eh bien, c'est ce grand canal. Et ce grand canal donne, évidemment, pour la première fois, par rapport à ce que nous venons de voir, les dimensions qui vont être celles du jardin à la française, bien sûr. Henri IV transférera, ou du moins reproduira, le grand canal de Courrance à Fontainebleau, et c'est très probablement Fontainebleau qui servira de modèle pour Vaux-le-Vicomte et pour Versailles. Alors, Vaux-le-Vicomte, voilà, hein, ça c'est extraordinaire. Comment est-ce qu'on arrive à ainsi passer de quelque chose qui reste encore symétrique, mais qui intègre évidemment la notion de la grande perspective? Et vous voyez qu'ici, j'ai matérialisé ce que j'appelle moi la position de l'œil du roi, c'est-à-dire que quand le roi sort sur la marche supérieure de l'escalier qui donne vers le jardin et qu'il se tient exactement au centre, il doit avoir tout le jardin devant lui, et tout le jardin doit se déployer et se reployer
devant son œil. Alors, l'idée, bien sûr, c'est que ça ne peut être harmonieux que si les parterres les plus lointains sont de plus en plus longs, de manière à préserver l'idée d'un équilibre visuel avec les parterres les plus proches. Ce qui veut dire qu'en fait, le nôtre était un as de l'optique. Et ces notions d'optique, là aussi, c'est pas gamme vert, c'est pas mon jardin, ma maison, etc. C'est vraiment des maths sérieux. Et ces notions d'optique, il les avait trouvées chez deux frères minimes, le père Niceron et le père Maignan, je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus, qui étaient des amis intimes de Descartes, qui était lui-même fasciné d'optique. Je ne sais pas si vous connaissez, un jour vous irez à la Trinité des Monts à Rome, vous montez au premier étage qui donne sur le cloître et vous verrez ce que c'est effectivement qu'une anamorphose réalisée par le père Maignan, c'est fabuleux. Et c'est Maignan et Niceron qui sont à l'origine de ce qu'on a appelé les perspectives ralenties, c'est-à-dire cette idée que plus on s'éloigne du point d'où l'on regarde, plus il faut que les dimensions soient énormes pour conserver un équilibre pour le regard avec évidemment les parterres les plus proches. Alors, c'est évidemment complètement cartésien. Descartes nous a appris une chose, c'est que le fardeau de la preuve, comme ils disent en anglais, the burden of the proof, pour l'ordre du monde, ne repose pas sur la chose regardée, mais sur l'œil qui regarde. Sous-entendu, Descartes vous dit, peu importe ce qu'on vous raconte de merdique sur le monde, que la Terre a pris la place du Soleil, que peut-être, comme l'a dit Giordano Bruno, le monde est infini, que les orbites des planètes ne sont pas circulaires, ce qu'on avait cru être le signe de la perfection du monde, et qu'elles sont elliptiques, donc il y a peut-être probablement deux foyers et pas un centre. S'il y a deux foyers, c'est probablement Dieu et l'homme. Qu'est-ce qui a créé l'autre? On n'est pas sûr que ce soit Dieu qui ait créé l'homme, c'est peut-être plutôt l'homme qui a créé Dieu. Donc vous voyez ce que je veux dire, tout ça est un peu compliqué. Et Descartes dit, le fardeau de la preuve de l'ordre du monde, il ne repose pas sur le monde, il repose sur l'œil de l'observateur. L'ordre n'est jamais dans la chose observée, il est toujours dans l'œil qui observe. Et donc, effectivement, c'est le château qui prédétermine l'ordre du jardin, puisque le château, c'est la représentation, 1, de l'homme dans l'univers, 2, de la rationalité à l'intérieur de l'homme, 3, du roi dans son royaume. C'est-à-dire que tout part de l'homme vers l'univers et tout revient vers l'homme. L'homme est la mesure de toute chose. À l'intérieur de l'homme, c'est la rationalité, la raison qui compte et elle seule. Et dans le royaume, extension politique des deux premiers principes, il n'y a qu'une seule puissance, c'est celle du roi. Et le roi, d'où qui tout part et vers qui tout revient. Alors vous voyez, dans le genre management top-down, c'est pas mal, comme disait l'autre. Voilà. Et moi, je comprends de mieux en mieux pourquoi il est tellement difficile de créer une entreprise en France, puisque par définition, le roi, selon Colbert et selon le système des manufactures, étant le seul qui a le droit de modifier l'ordre économique du monde, toute individualité qui essaie à la périphérie de créer un nouveau visage économique du monde est forcément suspecte a priori. Ça vous expliquera tout un tas de réglementations, de machins, ça c'est clair comme de l'eau de roche. Et alors par là-dessus, vous rajoutez un homme adorable qui était Vauban, qui est le seul à oser dire à Louis XIV, c'est merdique votre système d'impôt parce que ça tombe plus dur sur les pauvres que sur les riches, mais il ne peut pas s'empêcher d'être au service du roi, et donc il va bétonner le jardin qui s'appelle le royaume, et autour du royaume, il va mettre son système de forteresses qui sont représentées dans le jardin par le mur, car le jardin est séparé du réel par le mur. Mais à Vaux-le-Vicomte, il y a un problème. C'est-à-dire que le nôtre n'est pas encore sous l'autorité du roi. Il le deviendra sous l'autorité du roi à Versailles. Et donc il va se permettre une chose absolument sacrilège et terrible. Vous voyez la grande pièce d'eau carrée qui est là. Enfin, vous êtes obligé de deviner, parce qu'évidemment, tout ça, c'est des problèmes d'illusion d'optique. Cette grande pièce d'eau qui est là, derrière celle du jet d'eau, qui est circulaire comme par hasard, mais celle qui est là carrée, vous avez l'impression que son extrémité vient buter au pied d'un mur avec des fontaines, et puis deux niches ici à gauche et à droite, et puis la remontée vers le Boulingrin et la statue d'Hercule Farnèse. Et cette manière dont le bord extrême du bassin carré vient buter au pied des fontaines est encore plus nette de la position de l'œil du roi. Eh bien là, il y a un problème, comme dirait Johnny. C'est-à-dire que vous voyez que ça, c'est le bout du bassin carré et qu'il est à au moins 250 mètres du pied du mur. Ça, c'est l'illusion d'optique parfaite. Louis XIV a absolument détesté l'idée que l'œil du roi ait pu être floué depuis la position où il ordonnait le monde et où le monde s'ordonnait autour de lui. Je pense que quelque part, Orsena ne le dit pas dans sa merveilleuse biographie de Le Nôtre. Si vous avez envie de lire un livre intéressant, restez pas ici, allez plutôt lire Le Nôtre, la vie d'Orsena par Le Nôtre, la vie de Le Nôtre par Orsena plutôt tout de suite. Je ne pense pas que Le Nôtre aurait perdu son temps à ce point-là. Mais voilà. Mais l'idée, si vous voulez, c'est que je pense que Louis XIV a dû prendre Le Nôtre à part. Il a dû lui dire, Bibiche,
la prochaine fois, il n'y a pas de surprise. Hein. C'est-à-dire, tout se déploie clairement sous mes yeux et tout revient clairement vers mon regard. Sinon, problème. Hein. Vous savez, Fouquet a été arrêté, ça se passe en août, il est arrêté début septembre à Nantes, il ne reverra jamais la lumière du jour. Hein. Enfin, la lumière du jour libre. Il passera tout le reste de sa vie en prison, en particulier à Pignerol. Et vous voyez, ça, c'est la grande surprise. Parce que le grand canal, dont je vous ai dit qu'il venait de Fleury-en-Bière, de Courance, en passant par Fontainebleau, quand vous avez vu les premières photos de Vaux-le-Vicomte, vous vous êtes dit, le vieux se trompe, il n'y a pas de grand canal, finalement. Et oui, c'est parce que le grand canal est complètement dissimulé, ce qui est totalement cartésien, puisque dans la première méditation métaphysique sur laquelle vous avez dû suer dans votre année de philo comme des bourriques, et vous avez bien fait, hein, on vous a dit, Descartes vous a dit, attention, le mauvais génie a tendance à jouer avec nos perceptions, à les troubler. Donc il faut bien montrer que la perception sensible n'est pas l'organe d'exploration valide du monde, c'est la raison qui travaille effectivement sur la perception sensible pour les utiliser. Et là, effectivement, le nôtre s'est amusé comme un petit fou à faire un jardin baroque, parce que, vous allez voir, hein, donc du côté, alors là, c'est très très emmerdant. Parce que ça veut dire que le seul endroit d'où on peut voir le jardin, c'est de la position opposée à celle de l'œil du roi. C'est ce qu'on appelle l'œil du fou. Alors j'essaie d'expliquer ça à un certain nombre de personnalités politiques, y compris les plus hautes, que tant qu'ils ne voudront pas intégrer la vision de l'œil du fou, on ne sera pas dans la merde, mais ça ne marche pas. C'est curieux. Hein, voilà. Et vous voyez, il n'y a que de l'autre côté qu'on puisse voir véritablement. Ça, c'est génial. Vaux-le-Vicomte, pour ça, c'est un modèle absolu. Et comme je dis toujours à de très grands chefs d'entreprise qui perdent du temps à m'écouter, je leur dis, tant que vous n'aurez pas repéré vos fous, puisque malheureusement, il n'y a plus personne aujourd'hui dans les entreprises qui se balade avec un grand vêtement bariolé, un chapeau à grelots et une marotte à la main. Je cherche, mais je ne les vois pas. Sauf peut-être moi, à la rigueur. Mais bon, voilà, bien déguisé de toute façon. Et donc, le boulot d'un leader, c'est de faire surgir ses fous. Un leader qui ne fait pas surgir ses fous notionnels en l'absence d'un fou fonctionnel n'est pas un vrai leader. Il ne voit pas véritablement ce qu'il y a à voir ou même à regarder. Et vous voyez, ce n'est pas un petit ruisselet de 2 cm. Hein, c'est quand même un grand canal. Quand vous êtes dans le grand canal, vous ne voyez plus le jardin. Et quand vous êtes dans le jardin, vous ne voyez pas le grand canal. Louis XIV a détesté ça, en se disant qu'une partie, effectivement, du réel lui échappait quand il en habitait une autre. Et ça, ce n'était pas possible. Voilà, et vous voyez, on a vraiment l'impression que, alors là, évidemment, malheureusement, vous le voyez, mais quand on est dans la position de l'œil du roi, cette partie du mur, enfin cette partie du bord du bassin carré, vient buter au pied des fontaines. Et vous voyez, c'est le seul endroit d'où vous voyez pratiquement tout le jardin, c'est-à-dire la position qui est exactement symétriquement opposée à celle de l'œil du roi. Détestable, bien sûr, pour le pauvre Louis XIV. Voilà. Alors, première remarque, le jardin à l'anglais n'est jamais dans l'axe du château, puisque de toute façon, le château n'a pas beaucoup d'importance, puisqu'à partir de 1689, le roi n'a plus de pouvoir. Il règne, mais ne gouverne pas. Donc, cette idée, si vous voulez, de la triple métaphore, l'homme comme mesure de toute chose, la rationalité à l'intérieur de l'homme comme souveraine, le roi comme incarnant la figure, évidemment, de l'homme rationnel gouvernant le monde, ça ne peut plus fonctionner. Et vous voyez qu'on est tout de suite ici, alors ça aussi, vous voyez ça, on va en reparler dans un instant, avoir des vavaches dans un jardin à la française, c'est quand même rare. Il faudra attendre Marie-Antoinette pour qu'il y ait une bergerie au hameau. Hein. Mais l'idée d'avoir des petites bêtes, et là vous voyez, pourquoi les Anglais ont fait la révolution agricole avant nous? Parce qu'ils aimaient bien les vavaches. Hein. Nous, on a toujours pensé que les vavaches, c'était pas très décoratif. On est très décoratif en France. Hein. Et dès que c'est utile, ça nous embête un peu. Hein. Vous savez que Louis XIV a réussi à émasculer l'aristocratie française en la faisant venir à Versailles, en lui faisant déserter les provinces et la responsabilité féodale. Ça, c'est très important, c'est dramatique. C'est dramatique, on en est toujours là. Hein. Mais on a toujours déserté les provinces pour venir, non pas à Paris même, parce que Louis XIV avait le souvenir de Paris et de la Fronde, donc ça, il ne voulait surtout pas, mais à Versailles, qui est l'endroit le plus merdique du monde, c'est-à-dire le milieu de nulle part, dont il a fait toujours la même idée que chez Descartes, hein, c'est-à-dire l'ordre du monde n'est pas dans l'objet perçu, il est dans la conscience percevante. Donc à partir du moment où je dis que Versailles est l'ordre du monde et le centre du monde, Versailles est le centre du monde. Et la noblesse française a été littéralement castrée dans sa responsabilité féodale, puisqu'on l'a enfermée dans ce qu'on appelle la pulsion scopique, et qui a été très bien montré par Patrick Lecomte, c'est ça, dans un film qui s'appelait Ridicule, hein, où on voit bien que tout ce qui constitue l'aristocratie, c'est de voir le roi et d'être vu par lui. Il y a même des gens qui me disent que ça n'a pas tellement changé que ça vers un coin qui est là-bas, vers la rue du Faubourg Saint-Honoré. Mais bon, voilà. Mais l'idée, si vous voulez, c'est que voir le roi et être vu par lui, c'est devenu la source principale de la légitimité. Ce n'est pas comme ça qu'on change un pays. Hein.
C'est pas comme ça qu'on change un pays. Et l'Angleterre, où l'aristocratie a pris le pouvoir contre le monopole du pouvoir royal, c'est elle qui va lancer la révolution agricole, et c'est elle, beaucoup plus grave à mon avis, qui va lancer la révolution industrielle. Nous, il nous faudra le détestable et détesté Napoléon III pour que quelqu'un se soucie enfin de savoir si on a des industries qui servent à produire. Donc on a quand même pratiquement un siècle de retard. Je ne suis pas très bien sûr qu'on l'ait véritablement rattrapé, mais c'est une autre histoire. Bon. Et vous voyez, au milieu de tout ce monde naturel avec des bavaches, il y a de l'hyperculturel avec un petit tolos grec. Et dans ce petit tolos grec, vous avez un monsieur qui doit être probablement pas un aristocrate non plus, ou du moins un néo-aristocrate, c'est-à-dire très probablement quelqu'un qui s'occupe d'industrie, de commerce ou de banque, hein, qui est en train de regarder avec une lunette. Et oui, parce que le monsieur qui a remis de l'ordre dans le monde, parce que vous savez, quand on s'est aperçu que la Terre tournait sur elle-même, tout le monde s'est demandé comment on tenait dessus. Ben forcément, hein, la Terre tournant, on pensait qu'elle était stable. Quand elle s'est mise à tourner, on s'est dit comment on fait pour tenir dessus. Alors on s'est dit surtout ne posons pas la question, parce que si on la pose, elle va peut-être commencer à tomber. Et il faudra attendre Newton, hein, sa fameuse sieste sous un pommier, la pomme qui lui tombe sur la tête. J'ai essayé souvent de me mettre sous les pommiers pour faire la sieste. Il tombe de temps en temps des pommes, mais je n'en déduis pas pour autant les lois de la gravitation universelle, parce que je ne suis pas Newton. Ça, c'est génial. L'histoire est probablement une légende. Mais Newton a remis de l'ordre dans le monde. Quand vous pensez qu'avant Newton, on pensait qu'au-dessus de la Lune et en dessous de la Lune, ce n'était pas le même univers. Si M. Jim Lowell avait vécu dans cet univers-là, il ne serait jamais revenu, si vous voyez ce que je veux dire. Puisqu'il serait passé dans le supralunaire, dans l'intangible, il n'aurait pas pu revenir, évidemment, dans le métamorphique, dans le sublunaire. Donc voilà, c'est Newton qui a dit non, 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 non. C'est le même univers sous la Lune et au-dessus de la Lune. Hein. Voilà. Newton, il y a Pope dit quelque part, tout n'était que désordre, and then God said, let Newton be, and all was light. Hein? Et puis Dieu a dit que Newton soit, et tout fut lumière. Et vous voyez, si vous regardez attentivement, le petit motif qui est là, hein, c'est Mercure. Mercure, c'est le dieu du voyage, c'est le dieu des voleurs, mais c'est aussi le dieu du commerce. C'est-à-dire, en gros, c'est le dieu des échanges, c'est le dieu de la circulation. Et vous voyez, ça, c'est le contraire de Versailles. Versailles, c'est l'enfermement, effectivement, centripète dans un lieu, et là, vous avez un dieu qui est de nature centrifuge. Hein. Et alors ça, c'est typique de l'organisation du jardin à l'anglaise. Le jardin à l'anglaise, son plan ne se découvre jamais dans la totalité. Vous découvrez au hasard de la marche, hasard soigneusement calculé, hein, vous découvrez au hasard de la marche un certain nombre de fabriques, c'est-à-dire de petits édicules culturels, et de ces petits édicules culturels, vous découvrez le suivant. Et alors, vous voyez, ça, c'est une organisation transverse de la production du sens, c'est-à-dire que vous allez d'un édicule à l'autre. Le monsieur, évidemment, alors voilà, ça, c'est ce qu'on appelle typiquement une vista. Une vista, c'est un point de vue. Vous voyez que de l'endroit où vous êtes, vous ne voyez du jardin à l'anglaise que ce qu'on appelle le temple de Vénus. Ce temple de Vénus que je vous ai montré juste avant. Hein. Et vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller là. Et la question, c'est comment vous allez faire pour y aller, parce qu'il y a de l'eau devant vous. Donc vous allez être obligé d'emprunter effectivement un itinéraire qui n'est pas la ligne droite. Hein. Et cet itinéraire qui n'est pas la ligne droite, c'est le meilleur endroit effectivement pour aller au temple de Vénus. Mais ça, c'est une vista classique, c'est-à-dire vous voyez cadré au fond d'un espèce de tunnel de visibilité ce qu'on appelle a fabric. Alors, théorie par Léon Battista Alberti dans le De Re Aedificatoria, je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus parce que je vois 23, hein, il faut avancer 23 minutes. Donc, et cette vista, cette fabrique, on appelle ça en anglais un eye catcher, c'est quelque chose qui vous attrape l'œil. Et quand vous serez arrivé là-bas, vous découvrirez un autre eye catcher et ainsi vous continuerez. J'y reviens dans un instant parce que la question c'est, voilà, ça c'est, vous voyez là, vous avez deux effectivement fabrics. Et vous avez un eye catcher là-bas au bout, hein, qui est l'arche ionienne. Hein. Alors, oui, ionienne, si mes souvenirs sont bons, à Stowe. Eh bien, vous avez l'impression que vous pourriez une fois traverser, ou du moins une fois tourner autour du lac, vous pourriez aller jusque là-bas à pied. Hein. Absolument impossible. D'abord, je vous rappelle que toute cette pelouse, c'est à Stowe, était jadis un jardin à la française. Hein. Stowe, c'est magnifique parce que ça a été un jardin à la française jusque vers 1730-35. Et puis ensuite, ça a été totalement paysagé et anglicisé. Et il n'y a plus l'ombre d'un massif, l'ombre d'un parterre, l'ombre d'un buis taillé, l'ombre d'une allée, l'ombre de tout ce que vous voudrez. Hein. Voilà. Et alors, pourquoi vous ne pouvez pas aller là-bas? À cause d'un certain monsieur qui s'appelle Bridgman. Et Bridgman, c'est lui qui a réalisé ce qu'on appelle le ha-ha. Alors, le ha-ha ou saut de loup, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous voyez, c'est un mur, l'herbe arrive jusqu'au bord du mur, et après le mur, vous faites remonter l'herbe en pente douce jusqu'à son niveau d'avant le mur, ce qui fait que ça, c'est le même endroit que ça, vu du point de vue de la maison qui est là, ou de la fabrique qui est là. Alors moi qui sais où c'est, je peux vous dire que le ha-ha, il est là.
Hein. Mais si vous ne savez pas où il est, du coup, les gens tombaient dedans et faisaient « ha ha » et tout le monde faisait « ha 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 », d'où son nom. Vous voyez, je savais que ça allait faire rire, ça. C'est au moment où les gens commencent à s'endormir, je fais le « ha », ça les réveille, voilà. Et vous voyez, ça, c'est extraordinaire. Parce qu'alors que le jardin français est une anti-nature, qui est très très intéressant au niveau de l'énergie naturelle entrepreneuriale. Le système politique français est fait contre l'énergie naturelle entrepreneuriale qu'il repousse à la périphérie du jardin, à la périphérie du royaume, là où sont les ténèbres, les pleurs, les grincements de dents, les forces du mal, etc. Alors que le jardin anglais vous dit, nous ne sommes qu'une sorte de, comment dirais-je, de densification des beautés naturelles. Il y a une circulation libre entre la nature et le jardin. Le jardin n'est que... Alors, pourquoi le ha-ha? Parce que comme ça, les vaches et les moutons sont visibles, mais ne rentrent pas dans le jardin. Mesdames, quand vous aviez les robes longues, ça permettait d'éviter que vos robes soient crottées quand vous vous promeniez dans le jardin. Mais il faut absolument voir les vaches et les moutons, parce que l'homme n'est pas le sommet du monde en s'en détachant. L'homme est le sommet de la nature en l'intégrant. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est complètement différent. Et vous voyez, ça, c'est le plan de Stowe, qui est probablement le plus impressionnant des 3 grands jardins à l'anglaise qui nous restent. Vous savez, alors ça, c'est épouvantable. L'entretien, c'est dramatique. Il n'y a plus un seul, si, il y en a un. Il y a un seul des grands jardins paysagers anglais du XVIIIe qui soit encore dans les mains de la même famille que celui qui l'a créé. Parce que ce sont des budgets d'entretien absolument énormes. Et vous voyez, ici, vous avez toutes les fabriques qui sont représentées, on va regarder quelques-unes, et l'idée, c'est que vous vous promenez, ça, c'est la grande pelouse verte que nous avons vue, l'arche ionienne, elle est là, les 2 petits pavillons que vous avez vus sont là, le ha-ha est là, et évidemment, vous voyez que dans l'axe du jardin, dans l'axe du château, vous ne voyez que l'arche ionienne. Toutes les petites fabriques qui sont réparties là et qui constituent l'itinéraire symbolique du jardin, vous ne les voyez pas. Il va falloir aller les découvrir. Alors, c'est Locke. Il faut que je fasse vite sur Locke. Je vais faire Locke en 1 minute, c'est assez réussi. Voilà. Bon. C'est-à-dire, là où Descartes vous dit, quand vous appréhendez le monde, vous avez déjà, quand vous mettez on sur votre conscience, il y a déjà un logiciel à l'intérieur. Je suis désolé, j'emploie un langage qui n'est pas le mien, mais je suppose que c'est à peu près compréhensible, là, comme ça. Donc, quand Descartes vous dit, vous tournez le bouton on de votre ordinateur intérieur, vous avez déjà un logiciel préintégré. Locke vous dit, vous tournez le bouton on de votre ordinateur, il n'y a rien dans l'ordinateur. Donc, tout ce que vous allez percevoir va constituer les fondements de votre conscience. Alors, vous vous souvenez peut-être d'avoir utilisé en philo sans la comprendre, je l'ai fait avant vous, donc vous n'inquiétez pas, la phrase qui dit chez Locke, nihil est netel tu quod not fuit primum in sensu. Il n'est rien dans l'intelligence qui n'ait tout d'abord été dans l'essence. C'est-à-dire que nous sentons le monde, nous ne le comprenons pas, nous le sentons d'abord, et nous le sentons sur le double mode du plaisir et de la douleur. C'est-à-dire que quelquefois ça fait mal, quelquefois ça fait moins mal. Et nous avons tendance à rechercher les choses qui ne font pas mal et à éviter celles qui font mal, sauf si on est ce qu'on appelle pervers, mais ça c'est une autre histoire. Finalement, y a-t-il une vie intéressante sans perversité? Mais c'est une autre chose. Et donc, après, la mémoire va rentrer en jeu, parce qu'elle va trier plaisir et douleur, puis elle va faire des associations d'idées. Et en fait, le jardin, c'est une construction de la conscience, puisque vous allez faire un certain nombre d'expériences en vous promenant à travers les fabriques du jardin, vous allez normalement y reconnaître des choses ou y découvrir des choses, ensuite vous trierez, suivant plaisir ou douleur, leçon positive ou leçon négative, ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut éviter, votre mémoire entrera en jeu, les associations d'idées, et petit à petit, votre logiciel intérieur se constituera par l'expérience. Et vous voyez, ça c'est typique de ce qu'on appelle une vista. C'est-à-dire que vous avez effectivement une arche qui pourrait être une porte de la Lune dans un jardin chinois. Là, l'influence de l'Extrême-Orient est probablement très importante. J'avais prévu 2 ou 3 autres slides, mais il est 28, et donc je ne peux pas. Et vous découvrez là, et là vous êtes sur la grande pelouse devant la maison, vous n'avez vu aucune fabrique, vous n'avez même pas vu la fameuse arche ici, vous arrivez au bord de l'arche, au bord d'un léger petit bocteau, et tout d'un coup vous découvrez ça, et vous vous dites, j'ai envie d'aller là-bas. Et quand vous irez là-bas, effectivement, vous découvrirez quoi? Alors ça, c'est le gros problème, parce que ça a l'air naturel, ça n'est pas du tout, c'est totalement culturel. Là, il y a quand même un petit logiciel culturel qui a déjà été installé à la base dans la machine. Puisque quand vous voyez ça, vous qui êtes
êtes un aristocrate anglais en visite chez un autre aristocrate anglais, vous qui avez fait comme lui le grand tour, c'est-à-dire qui après vos études dans une public school ou chez un précepteur privé, par un précepteur privé à la maison, puis être allé à Oxford et Cambridge, puis être parti pour l'Italie pendant 2 ou 3 ans avec l'argent de papa pour acheter un certain nombre de choses de manière à moderniser la maison familiale quand vous rentrerez, vous savez bien que ce pont-là, il est dans le chapitre sur les ponts des 4 livres d'architecture d'Andrea Palladio. Et donc, vous n'avez même pas besoin qu'on vous le dise, vous le reconnaissez, c'est très important, hein. C'était les guides, si vous voulez, de l'architecture néo-palladienne. Hein. Et entre eux, ils se reconnaissaient, c'était leur signe de reconnaissance. Si vous foutez quelque chose de Palladio dans votre propriété et que vous invitez des gens chez vous qui ne le reconnaissent pas comme étant palladien, c'est la dernière fois qu'ils sont invités. Vous voyez ce que je veux dire? Trop plouc. Hein. Voilà, c'est pas la peine d'avoir des gens comme ça. Et alors, vous voyez, ça, c'est Andrea Palladio qui est véritablement le maître à bâtir de l'époque. Hein. Et vous voyez, là, vous avez, on est à Starhead, là, vous avez un pont qui est aussi dans les 4 livres d'architecture d'Andrea Palladio. Hein, pont plus simple que celui que nous avons vu précédemment. Et donc, là, vous avez évidemment ce qu'on appelle le Panthéon ou le temple d'Hercule, puisque l'aristocrate anglais qui, effectivement, entreprend d'exercer une responsabilité dans le monde, se donne probablement comme modèle Hercule. Et alors, vous voyez, c'est là où c'est très pervers, le jardin à l'anglaise. Hein. Walpole, qui a été le premier théoricien du jardin à l'anglaise, dit « oh, c'est épouvantable. Les Français ne peuvent rien laisser naturel. Il faut toujours qu'ils mettent de l'ordre, il faut toujours qu'ils taillent, il faut toujours que ça soit beau à regarder de loin. Ça, aller foutre leurs pieds dans la boue, ce n'est pas trop leur truc. Hein, mais vu de loin, c'est superbe et la nature est complètement dominée et maîtrisée. Nous, les Anglais, c'est totalement naturel et charmant. On laisse aller. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier des organisations britanniques. Elles ont l'air comme ça très naturelles et très charmantes, mais en fait, elles sont extrêmement complexes et beaucoup plus sophistiquées qu'on ne pourrait le penser au premier abord. Je ne vous parle même pas du deuxième abord, comme disait l'autre. Donc voilà. Et là, vous voyez ça, ce panthéon-là comme ça, il vient directement d'un tableau de Claude Gelée dit le Lorrain. Quand les Anglais faisaient leur grand tour et qu'ils allaient effectivement à Rome, ce qu'ils rapportaient massivement, les plus beaux tableaux de Claude Gelée dit le Lorrain, que les Anglais appellent Claude, à part 2 ou 3, ne sont pas au Louvre. Ils sont dans les demeures aristocratiques anglaises où ils sont restés jusqu'à ce jour, hein, pratiquement. Parce que quand ils arrivaient à Rome, il n'y avait plus quand même de Raphaël, de Michel-Ange, de Titien à vendre. Ça, c'était fini. Les pontificaux les avaient déjà cravatés, les cardinaux, les familles aristocratiques italiennes aussi. Donc il fallait se rabattre sur ce qui restait. Et ce qui restait, c'était quand même le paysage franco-romain du XVIIe siècle, c'est-à-dire Claude Gelée dit le Lorrain, Nicolas Poussin et son beau-frère Gaspard Duguay, qui lui avait dit, Nicolas Poussin avait appris à son beau-frère à peindre, son beau-frère lui avait dit « Je peux signer Gaspard Duguay-Poussin ?» Et alors, son beau-frère lui a dit « Oui, vas-y, signe Gaspard Duguay-Poussin. » Et Gaspard Duguay, il a fini par signer Gaspard Poussin. Ça marchait beaucoup mieux pour le commercial, si vous voyez, le brand marchait beaucoup mieux. Et donc voilà, et ça, c'est William Kent, qui est le père du jardin à l'anglaise. Walpole, dans le petit livre que j'ai déjà cité, dit en parlant de Kent, Kent leapt the fence and saw that all nature was a garden. Kent a sauté par-dessus la barrière, il s'est aperçu qu'en fait, toute la nature était un jardin. Et il a, effectivement, vous avez là ce qu'on appelle probablement le plus bel ensemble réalisé par William Kent, c'est-à-dire, effectivement, les Champs-Élysées. Champs-Élysées, le petit espèce de petit ruisselet là que vous voyez, c'est le Styx. Hein. En haut, vous avez le temple des dignités anciennes, dans lequel vous avez sur un même mur Épaminondas le soldat, Lycurgue le juriste, Socrate le philosophe, et en face, vous avez Homère le poète, le voyant. Et ça, c'est très intéressant. Hein. C'est-à-dire que vous aurez beau avoir de grands conquérants, vous aurez beau avoir de grands réglementaires, vous aurez beau avoir de grands penseurs, si vous n'avez pas un poète qui a une vision, vous ne ferez jamais une entreprise. Hein. Ça, c'est clair. Là, c'est évident. Vous voyez, c'était des gens qui réfléchissaient. Hein. Et en face, vous avez le temple des dignitaires britanniques. Et dans ce temple des dignitaires britanniques, vous avez des bustes. Hein. Alors, des bustes uniquement de contemporains. Sir Walter Raleigh, Sir Francis Drake, le premier Anglais à avoir fait la circumnavigation du globe. Hampden, le leader de l'opposition parlementaire à Charles Ier qui voulait restaurer en Angleterre l'absolutisme français. Ici, Isaac Newton, dont nous avons déjà parlé. Là, Guillaume III, le statuaire d'Orange, qui acceptera la limitation des pouvoirs royaux. Et puis là, ça c'est très intéressant pour nous, Thomas Gresham, le fondateur de la Bourse de Londres. Vous imaginez la présence d'un financier dans le jardin de Versailles et toute l'architecture, évidemment, s'écroule parce que ça voudrait dire que quelque chose dans le royaume de France peut se passer indépendamment du pouvoir royal. Ça, c'est très important. Il y a du gothique partout dans les jardins anglais parce que le gothique, c'est 1215, c'est la Magna Carta, c'est les barons qui ont obligé Jean Santerre, le frère de Richard Cœur de Lion, prisonnier en Terre Sainte, à signer cette grande charte qui limite volontairement le pouvoir du roi. Et là, un autre élément gothique,
un petit cottage. Mais ça, c'est très différent. C'est l'influence rousseauiste, c'est-à-dire une chaumière et deux cœurs. Il n'est de vérité que dans la nature. La cour est un lieu de masques hypocrites. Il n'y a véritablement de sincérité que dans l'univers naturel. D'où le fait qu'en Allemagne, au nord de Dessau, dans le Gartenreich, à Dessau-Wörlitz, vous avez reconstitué exactement l'urne funéraire de Jean-Jacques Rousseau, qui est dans le parc d'Ermenonville, ici près de Paris. Mais Rousseau était tellement important à l'époque sur cette idée que seule la nature est authentique, toute la culture et le social est frelaté par les jeux de pouvoir et d'argent, qu'il fallait évidemment représenter ça. Très important, l'extension territoriale. La maison de thé chinois montre que l'Angleterre du XVIIIe siècle sait bien que tout pays qui monopolise le commerce avec la Chine de manière hégémonique devient lui-même hégémonique. Plus ça change et plus c'est la même chose. Venise l'avait fait avant, d'autres le feront après. Et ça, c'est le monument à Cook, le découvreur du 5e et dernier continent de l'univers. Je termine avec juste une petite remarque, deux petites remarques. Là, vous voyez, c'est le temple d'Apollon. Vous reconnaissez le pont qu'on a vu tout à l'heure, le deuxième. Vous n'arriverez à ce temple que vous découvrez au début de la marche que 3 heures après. Mais tout au long du jardin, vous vous souviendrez que la nature que vous traversez n'est faite que pour être assumée dans la culture par le dieu des arts qui est Apollon. Quand vous serez au plus profond, au plus creux, dans une grotte complètement artificielle, où il fait froid et qui est obscure, et où vous avez, vous voyez là, une statue d'un dieu fleuve et une statue de la nymphe, qui sont en fait directement des influences culturelles, Salvatore Rosa et Ariane du musée Capitolin. Au centre de la grotte, vous aurez juste une petite échancrure qui vous permettra, au moment où vous serez pratiquement le plus loin du temple d'Apollon, de vous souvenir que vous êtes en marche vers ça et qu'il ne faut pas perdre courage, vous finirez bien par y arriver. C'est lui, c'est un banquier, Henry Hoare, qui a créé Starhead. Vous voyez, des amis banquiers m'invitent de temps en temps pour leur raconter ça, parce qu'ils nous remontent le moral, tout le monde dit qu'on ne fait que des conneries, là au moins de temps en temps, on a l'impression que... Henry Hoare était un banquier d'affaires, il y a encore aujourd'hui une banque d'affaires Hoare dans la cité. La première fabrique de Starhead, c'est l'obélisque. L'homme debout dans la nature. L'homme mesure de toutes choses. La deuxième fabrique, et il ne faut surtout pas la rater, c'est l'église paroissiale. J'ai entendu un jour un professeur de paysage qui est à Pignon-sur-Rue dire « On se demande pourquoi, avec tout le fric qu'il avait, il n'a pas mis un rideau d'arbre. » Comme ça aurait évité que l'église du village soit visible du parc du château. Et c'est là où vous voyez, rien ne remplace jamais vraiment ni le travail ni la connaissance. Parce qu'en fait, dans cette église est enterrée sa seconde femme, et il n'a commencé le jardin qu'après la mort de sa femme, et tout le jardin est une méditation sur comment le monde peut-il conserver un sens quand la personne qui pour vous lui donnait son sens s'en est retirée. Voilà, merci.